Bonjour tout le monde, vous avez vu, donc je viens d'Henri Mondor, je suis habillé exactement comme Marc Michel. Pantalon noir, chemise bleue. Et donc je vais vous parler de la thrombopénie aux urgences. Alors on va faire par étapes. J'ai fait un exposé qui est assez simple, j'espère. Et puis je vais vous parler beaucoup du purpura thrombopénique immunologique, mais pas que. Bon, voilà. Donc c'est une dame qui a 32 ans, elle n'a pas d'antécédent, elle vient aux urgences parce qu'elle a fait en ville une numération pour un bilan standard qui était prescrit par son médecin traitant, et puis il y a 40 000 plaquettes, donc on lui dit venez aux urgences, elle arrive aux urgences, elle est très stressée, et puis en fait on l'examine, il n'y a rien, un examen clinique totalement normal, et surtout il n'y a pas de syndrome hémorragique, il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de rate. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose à faire? Non, justement non. La première chose à faire, c'est de faire un examen biologique hyper simple, c'est de vérifier que ça soit vraiment une thrombopénie. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Vous m'entendez plus? C'est ça? La base, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas une fausse thrombopénie. Et vous savez que dans la population générale, il y a des anticorps, anti-GP2B3A, qui connaissent des sites cryptiques qui font que les plaquettes s'agrègent. Ça ne détruit pas les plaquettes. La fonctionnalité des plaquettes est normale. Ça n'expose à aucun risque de saignement. Ça stresse les docteurs, ça stresse les patients. Mais si vous contrôlez les plaquettes sur tube citraté, vous voyez que la numération est normale. Donc ça, c'est le premier geste à faire. Et ce geste-là est à faire quand il n'y a pas de syndrome hémorragique. Évidemment, ça ne doit pas retarder la prise en charge quand il y a un patient qui arrive avec une thrombopénie et un syndrome hémorragique. Contrôler sur tube citraté, ça ne sert à rien. Surtout, ça peut être délétère parce que parfois, ça minore le chiffre de plaquettes. Donc ça, c'est le premier message. Alors, on a une autre patiente qui vient, et celle-là, elle est plus âgée, elle a 72 ans, elle n'a pas d'antécédent, elle est fatiguée, et elle a réalisé une NUM en ville qui retrouve pas une thrombopénie isolée, une bicytopénie. Et évidemment, elle vient aux urgences, elle est adressée par son médecin traitant aux urgences. L'examen clinique est sans particularité, à part qu'elle est fatiguée. Là encore, il n'y a pas de grosse rate, il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de syndrome hémorragique. Elle a une thrombopénie qui est modérée. Quel est le premier examen biologique à réaliser? Comment? Un frottis. Un frottis, vous dis-je, parce que le frottis sanguin, vous allez appeler le laboratoire et vous allez avoir le diagnostic. Peut-être. Si vous ne l'avez pas, on va continuer la démarche diagnostique. Mais le frottis va pouvoir vous dire si on voit des blastes, si vous êtes devant une leucémie aiguë, qui est une urgence. Il va pouvoir vous dire si vous voyez des schizocytes, parce qu'il y a une bicytopénie. Et puis, il va pouvoir vous dire s'il y a des polynucléaires hypersegmentés qui vont évoquer, par exemple, une carence en B12. Donc, il ne faut pas oublier le frottis. Alors ça, on va le faire après. Alors moi, quand j'étais externe, j'avais Bertrand Godot comme prof, donc c'était super. Et donc, j'ai gardé ce petit organigramme qui est très simple pour la démarche diagnostique. Donc c'est pour ça que j'ai marqué que c'est le copyright Bertrand Godot. Donc la thrombopénie, elle peut être centrale. Et vous voyez qu'il y a des petits items. Donc est-ce qu'il y a des questions à se poser hyper simples? Et si on se pose toutes ces questions, on a une démarche diagnostique assez facile. Est-ce qu'il y a une splénomégalie ou des ganglions? Est-ce que l'hémostase est normale? Est-ce qu'il y a des schizocytes? Est-ce qu'il y a une anomalie des autres lignées? Si c'est central, le plus souvent, vous allez avoir une numération qui n'est pas normale. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément une anémie, mais il peut y avoir une macrocytose, il peut y avoir une monocytose. Tout ça, ça va vous orienter vers une cause centrale. Et si on veut vraiment faire le diagnostic de la cause centrale, il ne faut pas penser beaucoup, il faut faire un myélogramme. C'est quoi les causes centrales? Il y en a plein. C'est un peu un catalogue à la Prévert. Les étiologies iatrogènes, mais ça c'est assez facile, parce que si le malade il a reçu de la chimiothérapie, c'est assez simple. S'il y a l'introduction d'un médicament, c'est assez simple. C'est plus difficile pour la thrombopénie induite à l'héparine, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Les toxiques, l'alcool, vous savez que l'alcool il peut être toxique pour le mégakaryocyte. Et puis après, il y a les carences en folate. Puis après, il y a des maladies plus rares comme l'hémophagocytose. Mais là, il y aura un contexte. Il y aura souvent une grosse rate. Il y aura de la fièvre. Il y aura des cytopénies. Et puis après, il y a des virus. Les virus qui peuvent donner des thrombopénies centrales et périphériques. C'est souvent mixte. Le plus souvent, c'est périphérique, mais ça peut quand même être central. Alors, si on continue notre petite démarche diagnostique, il y a la consommation.
Et la consommation, ça, vous allez faire le diagnostic avec l'hémostase. Et puis, vous allez faire le diagnostic de microangiopathie thrombotique. C'était ça que je voulais changer. S'il y a une hémolyse associée. Et puis, comme vous avez déjà fait le frottis, vous savez s'il y a des schizocytes ou non. Ça, c'est copyright Marc Michel. Et là, vous allez vous poser des questions cliniques simples. Est-ce que le malade il a des symptômes neurologiques? Est-ce qu'il a une insuffisance rénale? Mais ça va être détaillé par la suite, donc je n'y reviens pas. Et puis, il ne faut pas oublier la séquestration splénique. Mais là encore, c'est assez facile. Il y a un contexte. Le malade, il a une grosse rate. S'il a une cirrhose, c'est facile. S'il n'a pas de cirrhose, c'est plus difficile. Mais c'est l'examen clinique qui va vous aider. Il peut y avoir des anomalies des autres lignées. Il peut y avoir une lymphopénie. Il peut y avoir une anémie, une leuconeutropénie. Et surtout, ce qui va vous aider, c'est le bilan hépatique. Et puis après, c'est l'imagerie. Ça, c'est une revue publiée par Roberto Stasi, qui malheureusement est décédé. Donc j'avais envie de lui montrer ces images de Roberto en pensant à lui. Donc c'est assez simple. Une thrombopénie aux urgences, on vérifie qu'il n'y a pas une fausse thrombopénie, que la thrombopénie est vraie. On fait un frottis, on regarde s'il y a des schizocytes. S'il y a des schizocytes, on rentre dans une autre case. On vérifie sur le frottis qu'il n'y a pas de blast, que le frottis est strictement normal, sinon on rentre dans une autre case. On vérifie qu'il n'y ait pas d'anémie hémolytique, de sphérocytes et encore de schizocytes. On voit si sur le frottis, là encore une fois, vous voyez que c'est central, s'il n'y a pas des choses anormales. On vérifie que le patient il n'ait pas de ganglion, pas de rate. Et si on a une thrombopénie isolée, là on va commencer à penser à la thrombopénie périphérique, soit dans le cadre d'une thrombopénie immunologique, primaire ou secondaire. Alors, il y a des maladies qui donnent des thrombopénies isolées, qui sont des maladies héréditaires des plaquettes, qui sont des maladies extrêmement rares. Et là, l'interrogatoire est important parce que si, dans la famille, il y a une notion de thrombopénie, que le patient a une thrombopénie qui est modérée et qu'il n'y a pas de manifestation hémorragique, vous allez y penser, mais c'est quand même rare et à mon avis, ce n'est pas un motif de consultation aux urgences. Donc, Madame R, on a vérifié qu'elle n'a pas de fausse thrombopénie, mais surtout, cette patiente, elle arrive, elle a un syndrome hémorragique. Ça fait 3 jours qu'elle a des manifestations hémorragiques. Vous voyez des bulles. Alors, des bulles, c'est des vraies bulles, ce n'est pas des pétéchies. Elle a un purpura échymétique. Elle a une hématurie macroscopique. Mais le reste de la numération est normal, il n'y a pas d'anémie. Et donc, la thrombopénie est isolée. Qu'est-ce qu'on demande comme examen ? On vient de le voir, on fait le frottis. Donc ça, c'est rentré, bam, on fait le frottis, on ne se trompe pas. On fait l'hémostase. On fait un bilan rénal pour la mat. On fait un bilan hépatique pour la séquestration, mais franchement, ce n'est pas la présentation. Il ne faut pas oublier de faire le groupe sanguin, parce que la malade elle a des manifestations hémorragiques sévères, elle peut se déglobuliser, vous allez peut-être la transfuser dans les heures qui viennent. C'est les recommandations du PNDS, des examens en cas de suspicion de PTI, la numération sur tube citraté, le frottis, puis après il y a d'autres choses. Mais à mon avis, ce n'est pas des examens d'urgence. Ça peut être des examens d'urgence si vous faites un traitement par des immunoglobulines intraveineuses. Ça va perturber les sérologies, ça va perturber l'électrophorèse des protéines. Donc si vous pensez immunoglobulines intraveineuses, il faut penser à faire tout ce qui va être perturbé par l'administration d'IGIV. La sémiologie du PTI, elle est assez variée. Donc, il y a le purpura pétéchial que vous connaissez. Il y a les lésions qui sont échymotiques. Il y a les bulles hémorragiques. Il peut y avoir des petits pétéchis dont on ne connaît pas bien la signification endobuccale, mais qui ne sont pas des bulles. Et puis, il peut y avoir des hémorragies d'organes, mais ça, vous n'allez pas les manquer. On revient à notre patiente. Est-ce qu'il faut transfuser des plaquettes? Ça, c'est une question importante. Pourquoi c'est une question importante? Parce que si on regarde les séries de transfusion de plaquettes, il y a 50% des PTI qui sont transfusés. Et il y a beaucoup de patients qui sont transfusés pour une thrombopénie, quel que soit l'endroit où on exerce la médecine. Et en fait, quand on regarde les données de transfusion de plaquettes, c'est quand même pas si simple. Donc ça, c'est un essai qui avait été publié dans le New England en 2013, où vous avez pris des patients avec des chimiothérapies essentiellement, avec des thrombopénies qui étaient des thrombopénies profondes. Et ils avaient fait un essai de non-infériorité en comparant pas de transfusion de plaquettes versus transfusion de plaquettes, en regardant si les malades allaient saigner dans les jours qui suivaient, dans le mois qui suivait. Vous voyez qu'il y a une différence, mais la différence, elle n'est pas très forte. Ça veut dire que, évidemment, que quand vous transfusez des plaquettes, vous réduisez le risque hémorragique, mais déjà, il est modéré.
Il est modéré quand vous transfusez un patient qui a une thrombopénie modérée. Et il y a un essai qui s'appelle l'essai PLADO, qui a aussi été publié dans New England, où là, il comparait différentes doses de transfusion de plaquettes. Il y a une analyse post-hoc de cet essai. Et l'analyse post-hoc, ce qu'elle montre, c'est qu'il n'y a pas de démonstration claire de l'effet de la transfusion de plaquettes entre 6 gigalitres et 80 gigalitres. Donc tout ça, c'est à l'origine du fait que pour les thrombopénies centrales, le seuil habituellement recommandé est de 10 gigalitres. Donc de toute façon, il ne faut pas transfuser au-dessus. Il ne faut pas transfuser au-dessus, sauf s'il y a des facteurs cliniques qui sont déterminants du fait de saigner. Par exemple, la prise d'anticoagulants, par exemple, les manifestations hémorragiques. Donc, le chiffre de plaquettes pris isolément, c'est comme dans la thrombopénie immunologique, ce n'est pas un bon marqueur. Si le malade il a 12 000 plaquettes, qui prend des AVK et qu'il a un syndrome hémorragique, bien sûr qu'il faut le transfuser. Mais à l'inverse, si le malade il n'a pas de manifestation hémorragique, il ne faut pas le transfuser. Ça, c'est dans les thrombopénies centrales. Maintenant, dans la thrombopénie immunologique, les choses sont un peu différentes. Les choses sont un peu différentes parce que vous savez qu'il n'y aura pas de rendement transfusionnel. Et donc, dans les heures où vous allez transfuser vos concentrés plaquettaires, les plaquettes vont être détruites. Donc, il n'y a pas d'indication à transfuser des plaquettes dans le PTI, sauf s'il y a une mise en jeu du pronostic vital. Et vous voyez que pour la transfusion de plaquettes, pour les thrombopénies centrales, il y a des recommandations, et les recommandations, que ce soit la Société anglaise d'hématologie ou que ce soit les réanimateurs européens, c'est 10 000 plaquettes. Et après, évidemment, si vous faites des gestes, là, on peut discuter. Donc 25%, pardon, c'est pas 50, c'est 25% des PTI sont transfusés. C'est pas dangereux de transfuser un PTI parce qu'il n'y a pas de risque associé de thrombose artérielle ou veineuse. Je remercie Marc de m'avoir donné la diapositive. Mais quand vous regardez dans le PTT ou dans les thrombopénies induites à l'héparine, là, c'est plus dangereux parce que ça majeure le risque de thrombose. Donc, deuxième message, si vous transfusez des plaquettes, il faut savoir pourquoi vous transfusez des plaquettes et devant quelle maladie vous êtes. Donc, on ne transfuse pas à moins de 10 000. Enfin, on ne transfuse pas à plus de 10 000, pardon. Et on ne transfuse pas dans le PTT et pas dans la TIH. Je pense que ça, c'est important parce que tous les jours, ça arrive. Encore hier, il y a un malade à Mondor, il n'était pas aux urgences, il était dans un service, on nous a appelé, il avait déjà reçu des concentrés plaquettaires alors qu'il avait 25 000 plaquettes et qu'il n'avait pas de saignement. Donc on revient à notre patiente, qu'est-ce qu'on fait en urgence? Donc on a dit on ne transfuse pas le plaquette, il n'y a pas de mise en jeu du pronostic vital. Et donc là, il y a plusieurs options thérapeutiques. On peut faire des IGIV toutes seules, ou les associer à des corticoïdes, ou débuter des agonistes, ou donner des facteurs de coagulation. J'imagine que vous savez tous la réponse. Il faut associer des corticoïdes aux IGIV. Pourquoi il faut associer des corticoïdes aux IGIV? Parce qu'il y a un essai prospectif multicentrique randomisé qui a été fait par Bertrand Godot et le groupe collaboratif, qui montre qu'il randomisait des patients pour recevoir des IGIV ou des bolus chez les patients qui avaient moins de 20 000 plaquettes. Premier message, il y a une supériorité indéniable des IGIV sur les bolus, donc ça c'est clair. Et après, il y avait une deuxième randomisation où les patients recevaient soit des corticoïdes, soit du placebo. Chez les patients qui recevaient des corticoïdes, la durée de réponse était plus longue. Donc, quand vous faites des IGIV, il faut donner des corticoïdes. Il ne faut pas faire des IGIV seuls. Il y a une incertitude sur la dexaméthasone, la place de la dexaméthasone, qui est probablement une alternative aux corticoïdes, mais pour l'instant, on n'a aucune donnée pour dire qu'il faut l'associer aux IGIV. Et en ce moment, il y a un protocole qui s'appelle IVIRDEX, où en fait, on compare des patients avec des manifestations hémorragiques qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital, qui vont recevoir soit de la dexaméthasone, soit des IGIV. Et c'est un essai de non-infériorité. Et donc, on va voir si les IGIV ne sont pas inférieurs ou la dexaméthasone inférieure aux IGIV. Mais clairement, associer les deux, je pense que pour l'instant, il n'y a aucune donnée dans la littérature. Quand on regarde les facteurs de risque de saignement, le seuil de plaquettes, c'est pas vraiment bien. Vous voyez que là, c'est une étude où on a pris 302 patients incidents et on a regardé les saignements. Donc en noir, c'est tous les saignements. Vous voyez que le vrai seuil où il y a plus de saignements, c'est 20 000.
Donc ça change un peu par rapport à ce qu'on avait appris avant, qui était plutôt 30 000. Mais si vous regardez les manifestations muqueuses, alors je ne sais pas pourquoi la slide ne passe pas, mais on devrait les voir là. Quand on regarde les manifestations muqueuses, en fait, c'est pas très bien le chiffre de plaquettes de 20 000. Et c'est pareil pour les manifestations qui sont graves, qui sont en dessous, qui sont là. Donc, le seuil de plaquettes pris isolément, c'est comme dans les thrombopénies centrales, c'est pas un bon marqueur. Et il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le premier facteur qui rentre en jeu, on va y revenir, c'est les manifestations hémorragiques du malade. Et le deuxième facteur qui rentre en jeu, c'est les anticoagulants. Donc ça, je pense, c'est un message très très fort. C'est qu'un patient qui vient avec des anticoagulants et qui a une thrombopénie, ce n'est pas du tout la même qu'un patient qui ne prend pas d'anticoagulants. Le risque d'hémorragie sévère est beaucoup plus important. Il y avait une tendance dans cette étude à la numération plaquettaire inférieure à 20 000, mais il y a des patients qui saignent avec 50 000 plaquettes et des AVK. Il y avait une tendance chez les patients très âgés, mais parce qu'ils sont comorbides. Et puis il y avait une tendance à avoir plus d'hommes qui saignaient que de femmes. Mais on n'a pas d'explication. Donc il y a Medicaela. Oui, exactement, j'ai fait cette blague exprès. Medicaela. Le score hémorragique, c'est un score qui est purement français, qui n'est pas reconnu à l'international, mais tout le monde le connaît. Et il a un avantage, c'est qu'il nous permet de guider la thérapeutique, et en particulier l'utilisation des IGIV versus des corticoïdes sans IGIV. Et c'est basé sur le bon sens. Le bon sens, en gros, c'est que si vous avez des saignements muqueux associés à des manifestations cutanées, il faut probablement faire des IGIV. Et que si vous avez une hémorragie intracérébrale ou des hémorragies d'organes, il faut faire des IGIV. Vous pouvez le calculer. C'est un score, il faut faire attention, où les items ne s'additionnent pas à l'intérieur d'un item. C'est-à-dire que si vous avez un purpura échymotique généralisé plus un purpura pétéchial, il ne faut pas faire 4 plus 2. Parce que sinon, si on commence à faire ça, on va obtenir 25 de score hémorragique et tous les patients vont recevoir des IGIV. Donc il faut bien faire attention et prendre chaque bras de l'item. Et si le score est supérieur à 8, eh ben, il y a une indication à faire des IGIV de façon claire. La dexaméthasone, on en a déjà parlé. J'ai fait une petite digression. Ce n'est pas vraiment le cas aux urgences, mais quand même, si le patient ne répond pas aux IGIV et aux corticoïdes, la question se pose de savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, cette patiente, à 4 jours après 2 grammes d'IGIV et 1 mg kg de corticoïdes, elle avait toujours 2000 plaquettes avec une hématurie macroscopique. Donc là, on rentre dans les problèmes. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, ce qu'il faut faire, c'est de la vinblastine, plus ou moins associée à des agonistes, on va y revenir. Je vais très vite parce qu'on est un peu hors sujet, mais la vinblastine, c'est un vieux médicament qui tue les macrophages qui mangent les plaquettes, mais qui est très efficace dans cette maladie et dont le délai d'action est d'environ 1 semaine. Si la malade saigne dans la tête, ça peut arriver directement aux urgences. Là encore, c'est le bon sens. Il faut faire de la total thérapie. Total thérapie, ça veut dire quoi? Je vais essayer d'aller un peu plus vite que mes slides. Total thérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transfuse des plaquettes. Ça veut dire qu'on fait des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine. Et ça veut dire qu'éventuellement, on rajoute des bolus de solimédrol aux IGIV. Quand on regarde les patients qui ont saigné dans leur tête pour un PTI, ça peut être à la fois des PTI nouvellement diagnostiqués et des PTI chroniques. Donc le fait d'être chronique ne présage en rien le fait de saigner. Et ce qui est intéressant dans cette étude, qui est une étude rétrospective où on avait repris les patients avec des hémorragies intracrâniennes, c'est qu'un des facteurs majeurs de saigner dans sa tête, c'était la non-réponse aux corticoïdes et aux IGIV. Donc clairement, ce malade-là, le malade qui ne répond pas et qui est réfractaire, n'est pas du tout le même que celui qui va répondre. Et vous voyez qu'à l'époque, c'était en 2016, il y avait 42% de morts, ce qui est effroyable, mais il y avait il y avait 42% des patients qui n'avaient pas reçu le traitement maximal. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il faut transfuser des plaquettes. Là, il faut transfuser des plaquettes parce qu'il y a une mise en jeu du pronostic vital. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucun rendement transfusionnel, mais en fait, ce n'est pas complètement vrai parce que quand on regarde dans les heures qui suivent la transfusion de plaquettes associées aux IGIV, en fait, on peut avoir une remontée transitoire des plaquettes. Donc, il faut les fractionner et les transfuser toutes les 8 heures. Ce n'est pas dangereux parce que ça ne donne pas de thrombose et ça ne donne pas d'allo-anticorps. Il faut associer, si on doit mettre un traitement dans une situation d'urgence vitale, des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine avec de la vincristine ou de la vinblastine, maintenant de la vinblastine. Pourquoi ? Parce que l'association de ces 2 médicaments, dans un essai qui est rétrospectif, dans une cohorte rétrospective, est supérieure
au traitement par vinblastine seul. Les agonistes du récepteur de la thrombopétine, vous savez, ça stimule la mégakaryopoïèse de façon très importante. Et quand on l'utilise à la dose maximale, ça fait remonter les plaquettes. Vous voyez que le taux de réponse, quand on regarde la réponse à 7 jours, c'est 70%, donc ça marche assez bien. Le prix à payer, c'est qu'il y a un risque thromboembolique, parce qu'il y a des malades qui vont devenir thrombocytaires. Et donc, dans la série où on avait regardé 30 patients qui avaient reçu des agonistes à la dose maximale, il y avait une embolie pulmonaire et un AVC ischémique. Ça veut dire que quand on donne ce traitement, il faut quand même être bien sûr de son coût. Donc, il faut le réserver aux situations d'urgence. Et on n'utilise pas des agonistes du récepteur de la thrombopétine à la dose maximale en dehors de cette indication. Donc ça, c'est un peu le canevas quand il y a une hémorragie cérébrale. Donc ça peut arriver. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. Là, il faut tout mettre. Donc les corticoïdes, les IGIV, il faut discuter la vinblastine avec les agonistes et il faut transfuser les plaquettes. Et puis si ça ne marche pas, là on peut discuter la splénectomie de sauvetage. Heureusement, ça arrive quasiment jamais. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était il y a 10 ans, je crois. Donc j'ai fini. Donc, mes messages aujourd'hui, c'est que la démarche diagnostique, elle est simple, mais il faut que ça soit standardisé. Standardisé, c'est qu'il ne faut pas oublier de contrôler sur tube citraté s'il n'y a pas de manifestation hémorragique. Il ne faut pas oublier le frottis sanguin. Il ne faut pas oublier l'hémostase. Ce qui compte, c'est la clinique. S'il n'y a pas de manifestation hémorragique, il faut se détendre. S'il y a des manifestations hémorragiques, là, il faut commencer à s'agiter. Il ne faut pas transfuser en plaquettes tous les malades, ce qui est fait trop. Et puis, la thrombopénie immunologique, il faut la prendre en charge en fonction des manifestations hémorragiques. Il faut stratifier la thérapeutique en fonction du score hémorragique. Merci beaucoup.